Patricia Dubouchot, Nicolas Conta-Souza, Denis Perra, Jean-Marie Taguet, Muriel Rivet donne pouvoir à Mme Dubouchot, Didier Cassé donne pouvoir à M. Conta-Souza, Ludivine Bouillon donne pouvoir à M. Trahem, Lionel Octavien Pop donne pouvoir à M. Data, Annie Carrara, Claire Foris, William Trahem, Anne Delsol, Liliane Villalba, Paul Colbel, Delphine Auriel, Stéphane Coty, Marie Troussier donne pouvoir à M. Ferré, Jean-Michel Freys, Francis Osmuda, Olivier Villard, Dany Vidal, Laurent Lacroix donne pouvoir à M. Villard, Clarisse Gallet, Brigitte Mabour-Buisson. Merci à tous. Bon, on commence par le premier point, le procès verbal du 7 novembre, des observations. Je n'en vois pas. On y adopté à l'unanimité. On poursuit. Premier point, la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Bon, on en a parlé à la communauté de communes. Donc, place tout historique. Donc, sachant que on noie les gens dans un tas de trucs, donc on ne sait pas qui c'est la tête. On a pris tous les terrains qui pouvaient appartenir à la commune d'Agleton et puis les couvertures. Voilà. Alors des fois c'est un peu bizarre parce que vous voyez un bout de parcelle et le bout de parcelle on ne va pas mettre 100 mètres carrés de panneaux au sol, c'est la couverture qui est définie. Voilà. Les services nous ont fait donc un point complet. Et puis quand je vois le temps qu'on passe, j'ai passé 2 heures cet après-midi à la cité administrative, encore pour les photovoltaïques au sol, là, autour de la déchetterie, et avec tous les ayatollahs français, l'urbanisme, l'ADREAL, et puis tout le reste, entre le dépôt de permis de construire qu'on va faire, entre les enquêtes aux 4 saisons, les zones humides, etc. Peut-être en 2027-2028, on verra le projet se réaliser. Donc, pour ceux qui seront encore présents en 2027-2028, vous verrez peut-être le projet. Voilà. Donc, comme on l'a fait à la communauté de communes, on avait un temps de retard, enfin, comme ça pressé, quand on n'a pas de conseil municipal depuis, on a pris la décision au conseil communautaire de définir tout ce qui est couverture. Voilà. Et sachant qu'on a quand même pas mal de restrictions, je l'ai mis dans le four la couverture de l'espace d'encadrement, mais on ne peut pas mettre parce que c'est une clôture végétalisée. La piscine, eh bien, le bureau d'études est hésitant quant à la structure. Alors, peut-être les services techniques, c'est encore plus hésitant parce qu'il y a des fermettes métalliques, donc il fait plus de structure. En plus, on a de l'amiante par endroit. Donc, avant de rentrer dans ces fonds, il va falloir qu'on investisse pas mal pour gagner quelques sous dans 20 ou 30 ans. Donc, voilà aussi qu'on en a. Bon, je pense qu'il n'y a pas. Ça vous dira peut-être jamais, moi je ne crois pas de toute façon. Hein. Donc, enfin bon, il fallait le faire. Allez. Les privés, ils n'ont pas contribué ici Alors les privés, donc on a reçu une demande, effectivement, des privés. Enfin, sachant que maintenant, au niveau du département, la politique, c'est clair, c'est de ne pas favoriser des projets au sol pour des particuliers. Voilà, donc, alors il y a des particuliers qui ont demandé, effectivement. Je dis ça parce que je sais que Emmaüs réfléchit à équiper ses toitures. Oui, c'est ça. Je ne sais pas où ils en sont. C'est juste que, est-ce que cette loi ne va pas, je sais pas, favoriser certains projets, tu vois. Est-ce que c'est pas préjudiciable à ceux qui ne seront pas dedans? Non. Ouais. En principe, les toitures, ça va être plus facile. C'est bon, les toitures. Ouais, ce sera tout. Toutes les communes. Quand c'est pas des grands parcs au sol, en principe, les toitures, je pense. Réfléchis plus vite, effectivement. Voilà. Et puis on verra bien par la lumière. Sachant que des temps comme ça, il nous barre avec le photovoltaïque. Et quand je vois le retour moi, sur mon portable de ce que magazine mes panneaux, c'est comme si aujourd'hui j'avais une ampoule de 100 watts allumée, c'est tout. Donc ça va bien si vous voulez dans les pays où il y a beaucoup de luminosité, et dès qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà, donc alors, il ne faut pas trop le rendre insupportable. Et puis l'électricité, on a le maintenant, et la nuit, en journée, on a d'autres moyens. Bon, par contre, l'éolien, on n'en a pas mis, vous êtes d'accord? Et puis le reste, après, on verra bien. Sachant qu'après, bon, il y a quand même d'autres recyclage, même s'il y a des contrats de 25 ans pour l'obligation d'achat, après, il faut faire des panneaux photovoltaïques par la suite. Voilà. Pas d'objection. Mais écoutez, on est parti là-dessus. Le deuxième rapport, c'est le rapport annuel sur la qualité du service public de l'assainissement collectif, bon, comme tous les ans, donc un petit mot, un petit résumé.
Oui, comme tous les ans, le rapport du SPARC est arrivé en mairie, donc il est consultable. Si vous voulez le consulter, il est consultable en mairie. Tout le monde l'a reçu dans les annexes. Donc voilà, le SPARC, ça a pour mission de contrôler les installations d'œuvres en habilité, de contrôler la conception et l'implantation, le contrôle de réalisation, effectuer un fait de travaux, de diagnostic de l'existant, visite périodique tous les 8 ans, le conseil aux usagers en matière d'assainissement collectif, et le conseil aux élus et aux professionnels. Les prestations de contrôle assurées par le SPARC donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance d'assainissement non collectif permettant de financer les charges de service. Le montant de la redevance s'élève à 15 € par an pour l'ensemble des usagers. Le contrôle en vente à 70 €. Ces tarifs restent inchangés pour l'année. Donc, par rapport au Code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes est tenu de produire à l'issue de chaque exercice un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté et approuvé par l'ensemble des communes, membres de la communauté de communes. Le rapport annuel pour 2022 a été remis à M. le maire. Il est joint en annexe et est consultable pour toute personne qui en fera la demande en mairie. Donc, M. le maire propose au conseil municipal d'approuver le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif de la communauté de communes de Montagneux de Temps-Monélier. Voilà. Donc, vous pouvez consulter, vous avez tous les petits tableaux sur tous les ans. Voilà. Juste la même question que l'année dernière. Est-ce que les diagnostics de danger sanitaire ou environnemental, le dossier a été étudié, résolu? Mais je ne sais pas, je n'ai pas les noms. Je sais, oui, c'était, il y avait, je sais pas, il faut demander à Sylvain Guérin. C'est Sylvain Guérin, la COP qui gère ça. Donc, voilà. En fait, donc, effectivement, je l'ai appris cet après-midi pour autre chose, mais pas pour ça, si vous voulez, vous faites un gars sérieux. Il était sur la randonnée, sur le chemin de randonnée. C'est suivi, c'est bien suivi. Enfin, j'ai une petite remarque. Il y a eu 489 dossiers de traités, là, dit le rapport. Et en page 3, le rapport dit qu'en 2022, il y a 51 vidanges qui ont été réalisées par le service. Oui. Et que ces vidanges, elles permettent de bénéficier d'une exonération du paiement de la taxe de 15 €. 15 €. Donc je trouve que pour 400 et quelques dossiers contrôlés, d'avoir 50 exonérations, je pense qu'on pourrait améliorer ça. Oui, on va le noter dans le compte rendu. Ouais, voilà, peut-être que systématiquement, il faudrait que la personne qui contrôle dise au fait, si vous nous envoyez la facture, on vous exonère de 15 €. Mais vous avez le contrôle, vous avez qui. Oui, contrôle. Moi, Oui. j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette info. Mais bon, c'est pas pour les 15 €, mais je pense que multiplié par le nombre de personnes, ça fait. Alors, à partir du moment où tu appelles comme ceux qui te disent on vient tel jour, ils groupent les trucs. Moi, ils sont venus vidanger ma poste et systématiquement, j'ai pas eu le 15 € payé. Ils envoient ça distance. Ils envoient ça distance. Ils envoient ça distance. Voilà. Pas d'autres remarques. Donc, tout le monde approuve le rapport. William, pour l'élimination des déchets. Sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes d'Ensemble de Communauté à résidence à compétence collecte et traitement de déchets ménagers depuis le 1er janvier 2017. Conformément à l'article L. 5211-31 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Président de la communauté de communes a transmis le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets aux communes adhérentes pour être présenté à la conseil municipal. Ce rapport annuel, en application du décret numéro 2000-404 du 11-05-2000, fait apparaître notamment les indicateurs techniques concernant la collecte des déchets, le traitement des déchets, ainsi que les indicateurs financiers. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de l'année 2022 est joint en annexe et est consultable par toute personne qui en ferait la demande en mairie. Monsieur le maire propose du conseil municipal d'approuver le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de la communauté commune Rantadour et le temps monétaire. Voilà. Y a-t-il des questions? Il a été présenté au conseil communautaire.
choisir une maîtrise d'ouvrage pour les points, pour les 100 ans de d'implantation, parce qu'on ne peut pas les mettre en pleine nature, il faut que ce soit dans l'horizontale. Donc on a choisi, donc la maîtrise de marché, Éric Delors. Donc il fera le point donc, avec l'agent de la Comcom pour définir les points, savoir s'il faut faire les stabiliser, s'il faut les bétonner. Et les conteneurs de tri, les colonnes de tri sont commandées. Et puis on verra, comme on a parlé l'autre jour, on verra par la suite. Là, alors, nous on a un point aussi qu'on n'a pas soulevé, et par contre on fera une commission du cadre de vie, même tous les gens qui veulent venir, tous les concernés, sur les points d'apport volontaire sur la commune d'Aigleton. Et puis on ne peut pas laisser des colonnes en plein centre-ville, comme vous avez au jeu tout à l'heure, j'étais à Tulle, je voyais effectivement ce qu'on avait en de Tulle. Voilà, donc nous on partirait pour de l'enterré ou du semi-enterré, si vous voulez, dans le périmètre de l'ADF. Voilà, peut-être 5 ou 6 points, un côté d'église, derrière le cinéma, vers le foie, voilà, donc on verra ça, on n'a pas décidé, sachant que la communauté de commune paye la colonne, mais après tous les travaux et les génies civils, si vous voulez, c'est à la charge de la commune. C'est pas donné quand même, c'est 7 000 € par point. Donc en fait, ça, là où le genre de la chandelle quand même, c'est moche si vous voulez, d'avoir quand même ces colonnes, si vous voulez, où ça déborde de partout. Voilà, donc on est parti là-dessus. Et puis bon, et puis raisonner un petit peu le citoyen quand même, de ne pas laisser les saletés, si vous voulez, autour du conteneur, parce que bon, je ne sais pas quand c'est qu'on arrivera à raisonner les gens, mais ça devient compliqué. J'ai un collègue qui s'est fait jeter au stade et il n'est pas content. Ah, mais tu as vu pour lui, Le sac jaune, il paraît que ça débordait de partout. Et il s'est fait engueuler parce qu'il posait le sac jaune à côté. oui, donc il faut savoir son commentaire aussi. Il y a d'autres points. Alors nous on le fait pour que la ville soit propre. Ça part pas effectivement les gens qui disposent de partout. Et ça change, ça finit l'année prochaine. Il a mis son tas, il a dit oui, en plus ça jaune. Donc le lundi matin, donc, il y a un gars, c'est Antoine Tissier qui va dans la ville, donc pour tout nettoyer. Et le vendredi matin aussi, parce que les étudiants donc, qui partent, ils laissent leur sac, là, mais quand ils partent vers 8h ou 9h, le est passé. Donc vous verrez donc, en général, on n'a pas trop de saleté pour les sacs jaunes. Et puis petit à petit, on va arriver. Et alors, les gens qui peuvent jeter aussi les sacs et qui ne veulent pas payer par la suite pour leur ordures ménagères, comme nous sommes en redevance, donc tout le monde sera cartographié, et puis on verra si les gens ne mettent jamais, ils paieront quand même. Donc, quelle aussi, si vous voulez, jeter le sac n'importe où. Et on parlait l'autre jour de l'augmentation, des 11%, effectivement. J'essaie de voir avec le percepteur si on peut pas payer au moins 4 fois. Voilà. Et j'avais une réunion la semaine dernière avec le CITOM, la communauté de communes, Côte-Ouest Communauté, tenez-vous bien, ils sont en versement par rapport au foncier bâti. Ils ont pris 3 points de plus. Donc ça veut dire qu'ils étaient à 10 points, ils passent à 13 points. Oui. Et si vous avez votre maison, et si vous êtes tout seul à votre maison, vous avez 6 000 € de valeur locative, vous multipliez 6 000 par 0,13. Et les valeurs locatives ont augmenté. Et les valeurs locatives ont augmenté dans le moyen, c'est 700 ou 800 €. Donc nous on a en redevance, on essaye d'avoir une équité, et qu'on aurait une équité sur tout le territoire aussi. Que le ne soit pas la vache à lait du ZOM. Vous avez compris, quand je me suis opposé, les collègues m'ont compris que ça jetait un trou. Moi, ce que je voulais, c'est que la différence de 11%, si ça représentait par 6 000 foyers, divisé par 6 000, que les gens qui avaient même sur la ville. Donc j'ai dit, bon, on va jouer comme ça, on va le faire l'année prochaine, mais après, tout le monde fera le même ensemble. Voilà. Donc, voilà. Oui, aussi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le reste, c'est ce qu'on a vu au proche communautaire. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, l'autre point, c'est qu'on le présente. Alors, un avenant, je ne sais pas si on en a parlé à la communauté de communes. Vous savez donc que la communauté de communes a été maître d'ouvrage pour la réalisation de la sectorisation. Alors, nous, à Aigleton, les travaux de secteur, j'ai donné à Sylvain, j'étais pas sûr des chiffres, on a eu la cause de 10 vannes de secteur complémentaire. Il y en a plus Fossac à Marzé, ce qu'il a dit. Depuis Fossac, il y en a tellement. Oui, à Chauffour, à Vieille Maison, oui. Chauffour Vieille Maison, avec des débinettes. Donc 10 vannes de secto, 7 débinettes et renouvellement de 3 compteurs. Alors, ça fait ses effets quand même, puisqu'il y a des comptages de nuit. On s'est aperçu qu'il y avait des secteurs trop fuyants vers Marzé, justement, pour voir ce qui se passe. On a
Et puis aussi, on avait un groupe, on avait 7 cubes par heure là, qui partaient à la zone de Cholon, au-dessus de Buvaret, etc. Donc on va essayer de retrouver. Et ça nous permet effectivement d'avoir un histogramme. Puis vous avez vu qu'on a un rendement qui n'est pas mauvais. Hein. On a 80% de rendement sur nos réseaux de potable. Alors, par contre, il faut le payer. Il faut le payer. Donc, comme la commune, comme la communauté de communes était maître d'ouvrage, alors ils ont fait tout un micmac. Sincèrement, il faut être très fort pour comprendre, parce que la communauté de communes ne peut pas récupérer le FCTVA, la TVA. C'est la commune qui paye la TVA. Alors, c'est pour ça que vous avez dans la DELIB, on propose la signature d'un avenant précisant que la nature des coûts de travaux, alors hors taxe ou TTC, parce qu'alors il y a deux cas de figure. Pour les communes de 3000 habitants, il y a quelques communes concernées, parce qu'il y a un marché à part, parce qu'on a plus de 3000 habitants, et les autres communes sont considérées différemment par rapport au CTVA. Alors on demande un accord de 70% du montant prévisionnel restant à charge. Alors pour nous parce qu'on n'a pas fini les travaux encore. Hein. Donc pour règle-t-on, le coût des travaux, alors je parle en DTC, parce qu'après on récupère la TVA. C'était 88 000 €. Les subventions à déduire, l'agence de l'eau Haute-Garonne a donné pratiquement 70%, a donné 50 000, je vais revenir, 50 000. Le département est aux alentours de 10%, de 58. Le total des subs, c'est 56 684 €. Donc le total à verser pour notre commune, c'est 32 042. Donc on va verser, nous, 70% de 32 042, ça fait 22 429. On va récupérer la TVA, et ce qui fait qu'à la fin du compte, ça va nous coûter 4 000 €. Voilà. Donc, et sachant que ce qui avait été estimé au départ pour les coûts, ça va revenir moins cher. Voilà. Et puis on termine effectivement pour tout le secteur. Et autre chose aussi que mes collègues qui ne sont pas conseillers communautaires doivent apprendre, c'est que la communauté de communes récupère la compétence eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026. Et le bureau qui a été choisi, c'est M. Denis Le Sage, qui a été choisi. Il y avait deux concurrents, et avec associé donc un groupe financier, parce qu'ils vont faire des simulations, avec le groupe KPMG. Voilà. On n'a pas pris la fiduciaire, parce que c'est pas possible. Ils ne sont pas dans la flotte. Voilà. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. Nous, bon, on n'a pas du tout de crainte à avoir, parce qu'au contraire, ça va amener de la trésorerie de la communauté de communes, puisque vous avez vu qu'on récupérait donc, pratiquement 500 000 € sur l'assainissement et 250 000 € là, sur le potable, qui vont nous permettre effectivement de financer les travaux de raccordement du syndicat du Puy des Fourches. Mais bon, il y a des communes qui vont voir leur pourcentage, leur mètre cube d'eau vendu beaucoup plus haut, conforme, si vous voulez, à ce que le département exige pour toucher des subventions. Si vous de payer, et l'agence de l'eau. Si vous de payer la flotte €, mais quand ils vont faire le diagnostic de leur réseau, comme je suis pas directeur, s'il faut faire 300 400 000 € de travaux, ce n'est pas les autres qui vont payer. Donc nous, on reste tel quel, donc ça ne changera rien, sauf que le pouvoir de décision, ce ne sera pas la mairie, il y aura des élus forcément qui seront, et le syndicat Rosier, Monténial, Montivandado, là il ne démolissent pas. Et puis une partie de Champagne-Planois et de Marseille-Clapoisy qui est sur le syndicat du Mont. Voilà. Et qui sont alimentés sur ce syndicat. Voilà, mais on fait le maximum. Bon, je pense que c'est un bon coup là pour la ville des Bretons, pour sectoriser. Et ça permet effectivement le gros souci, c'est les chutes. Et dernière chose, cette semaine on a été embêtés comme pas possible. Figurez-vous qu'ils ont trouvé des planches dans le réseau d'assainissement, c'est-à-dire que tous les effluents qui viennent de Charles, même ici, tout le côté versant est des Bretons, tout passe le long de la voie ferrée, il y avait des planches qui avaient bloqué le réseau. Donc on s'est aperçu rapidement qu'il y avait des tampons qui étaient soulevés, puis les effluents coulaient un peu partout. Et donc le réseau est à 6 mètres de profondeur, boulevard de la Vue, là. Il y avait un sort qui a cabossé longtemps pour pomper tous les effluents. Et puis j'ai aperçu en fin de compte qu'il y avait des planches qui étaient dans la canalisation. Si vous voulez saboter quelque chose, c'est que là, c'est une nouvelle tampon, des planches, des
bloqué tout. Hein. C'était fait exprès. Je sais pas. Donc ils sont débrouillés donc, à casser, à fragmenter donc, ces planches. Donc ils sont repartis à la steppe. Mais il faut vous dire qu'à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est des planches. Parce que c'est des planches qui étaient dans le fond, si tu veux, et qui sont relevées. Voilà, donc c'est rentré dans l'ordre et on a été soulagés. Voilà, donc je vous ai dit le maximum. Après, on aura les chiffres finaux, mais dès que Jérôme Laroche, les CPU, donc on aura fini. Pas d'autres contre? Merci bien. Lilou, l'exonération. Exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les maisons de santé. Monsieur le Premier adjoint expose qu'il a été sollicité par Éluton Habitat afin de mettre en place une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les établissements de santé, maisons de santé et centres médicaux publics. Le conseil municipal a compétence pour décider d'une telle exonération pour les locaux qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux pour une maison de santé mentionnée à l'article L. 6223-3 du Code de la santé publique. Cette exonération permettrait de compenser les augmentations de loyers 2023 et 2024, soit au moins 10% d'augmentation pour les professionnels de santé, et de plus éviterait le versement d'une subvention de convention demandée par l'association. À titre informatif, la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur ces deux bâtiments est respectivement de 6 073 € et 3 017 € pour 2023. Il est précisé que cette exonération ne concerne que les surfaces effectivement utilisées par les maisons de santé et non les logements à usage locatif pouvant être annexés, vu l'article 1382 C10 du Code général des impôts. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupé à titre onéreux par une maison de santé pendant une durée de 10 ans, de fixer le taux d'exonération à 100%, de le charger de notifier cette décision aux services préfectoraux. Merci. On était exonérés jusqu'à présent, donc voilà, si vous êtes d'accord, ça permettra de limiter, si vous voulez, l'augmentation de loyer. Voilà. La propriété des bâtiments, elle est pas communale. Non, c'est l'office HLH. Donc je pense que là, On va se faire adopter. on va se faire adopter. Ah, tout à fait. Ah, mais c'est sûr. À mon avis, c'est parce qu'on a regardé, il y a eu exactement cette question-là posée au Sénat, Ah ouais. avec une réponse du 20 avril. Donc c'était une républicaine qui avait demandé, C'est un peu compliqué, donc. même eux peuvent se tromper. Même. C'est arrivé dernièrement. Donc, sur délibération, les communes et EPCI à fiscalité peuvent être exonérées. Mais pas, en gros, bon, je vous laisserai lire. Ouais. Pas les privés. Donc, à mon avis, c'est pas. Bon, on va la voter, ça fera travailler les services de l'égalité, et on verra bien, comme ça. Nous, ça nous donne bonne conscience vis-à-vis du secteur médical. Vous voyez, hein, oui, on essaie de favoriser. Regardez l'état des chantiers, ils n'ont pas voulu. Voilà. Ben voilà, bien sûr. Mais voilà, c'est pour afficher, si vous voulez, c'est affichage. Mais bon, on attend le retour, Olivier. Merci pour l'information. Bon, tu veux voter? Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Alors, on verra bien. Merci. Stéphane. Alors, délibération numéro 6, l'intégration au domaine public des impasses des Châteaux, de Vacherie, de la gare Henri Brousse et de la rue de la Pompe. Monsieur le maire rappelle que l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, dispense d'enquête publique et de procédures de classement et de déclassement des voies communales, dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte aux fonctions de desserte de circulation assurées par ces voies. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'Aigleton Habitat est favorable au transfert dans le domaine public de leur voirie. Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2019 relative à l'acquisition de la parcelle numéro BB
136 à la société Proméo. Monsieur le maire présente le plan des voiries ci-dessous à intégrer dans le domaine communal d'Aigleton. Plan en annexe. Aigleton Habitat, impasse des Châteaux, 70 mètres linéaires, impasse de la Bachellerie, 85 mètres linéaires, allée Henri Brousse, 142 mètres linéaires. Proméo rue de la Fonde, 418 mètres linéaires. L'incorporation de ces voies et de ces dépendances sera effective à compter de la signature de cette délibération. À compter de cette date, la commune d'Aigleton se substituera à Aigleton Habitat dans l'ensemble de ses droits et obligations liées à ces voiries. Accès riverain, permission de voirie. Monsieur le, si vous avez des questions. Ah si, tiens, en fait, il faut que je m'abstienne pour la visite d'abord. Alors oui, ça, on a eu un gros souci. C'est que les sapeurs-pompiers, sur la ligne Ribousse, ils veulent secourir quelqu'un, et puis en fin de compte, si vous regardez le plan cadastral, il n'y a rien indiqué. Et donc, pour que ça soit notifié dans les SIG, il faut effectivement tout positionner. Donc, le fait d'avoir de la voirie supplémentaire, ça nous permet de toucher la DETR, parce qu'en fait, de toucher la DETR, il y a plein de paramètres aussi qui sont en train de la voirie. Voilà, donc ça, c'est une demande aussi des sapeurs-pompiers. Par contre, ça rallonge le linéaire de voirie communale, donc on ne va pas les dire on voit la subvention supplémentaire, on va dire. Ah, mais merci, le département. Voilà, les brousses, elle aura des soucis dans l'avenir. J'ai encore distribué les chocolats, c'est fissuré de partout, l'eau remonte. C'est vrai, là, elle est financée, là. Il y a plein de choses. Heureusement, ils n'aiment pas. Aussi, on est en train de faire un recensement là, des trous qui se créent actuellement et des nids de poules. Bon, mais... Ah ben non, la rue. Ah, mais dans ta rue, c'est un peu particulier, ta rue. Mais comme tu en as sur toute la longueur, on ne fait pas attention. Mais toi, tu vas payer plus d'impôts parce que tu as un toi. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'intégrer ces nouvelles longueurs de voirie au domaine public de la commune. Qui compte? Qui s'abstient? Merci à tous. Bon, Nicolas, ça fait mal de dire cette idée, on fait une règle. Particulièrement, mais suppression de la caisse des écoles. Monsieur le maire rappelle l'existence d'une caisse d'école inactive depuis plus de 3 ans au sein de la collectivité. Du Code général des collectivités territoriales, considérant l'article 212-10 du Code de l'éducation nationale modifié par la loi, je vous en dispense, conférant expressément la compétence de solution de la caisse des écoles au conseil municipal lorsque la caisse d'école n'a procédé à aucune opération de dépenses ou recettes pendant 3 ans, considérant que les dépenses scolaires incombent depuis plus de 3 années au budget principal de la collectivité, l'existence de cette caisse est devenue sans objet. Considérant qu'il n'y a pas eu de vote de budget de la caisse d'école depuis plus de 3 ans et qu'il n'y en aura plus, il convient de prononcer la dissolution de la caisse des écoles. Donc en fait, on se prononce sur une dissolution de caisse d'école qui n'existe pas, qui existe que sur le papier, mais qui n'a pas d'existence en soi de fonctionnement depuis très très longtemps dessus. Comme c'est précisé dans la délibération, c'est le budget principal qui abonde, enfin, qui finance les dépenses nécessaires aux écoles. Donc en fait, on vous demande juste d'approuver la dissolution de la caisse des écoles, sachant que ça ne changera absolument rien pour les écoles et sur les dépenses pour la collectivité, elles seront les mêmes et les écoles auront les mêmes fournitures et tout ce qu'il peut y avoir que qu'il y avait aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas avoir continué à utiliser la caisse des écoles? moi, personnellement, je n'ai jamais vu fonctionner. Je ne sais pas si elle n'a jamais fonctionné. Il faut faire une régie tous les ans, il y a un problème comme ça. On fait un budget tous les ans, il y a 3 réunions par an, mais minimum. Mais je n'ai jamais vu fonctionner cette caisse des écoles. Ça fait presque 10 ans que je suis là. Qui est-ce qui est membre du conseil d'administration de la caisse Il y a des des écoles? représentants de la commune, bien évidemment, qui est des représentants de l'éducation nationale. Pas de parents d'élèves ni de personnel de l'école. Pas des personnels d'école. Les parents d'élèves, c'est possible, mais pas de personnel d'école. Parce que ça peut être intéressant quand même cette caisse des écoles, parce qu'elle peut bénéficier de subventions extérieures à la commune. On a vu des exemples où c'est vrai que ça leur permet de financer notamment la cantine. Et nous, c'est un problème qui a été bien pris à bras le corps, la question des tarifs de la cantine. Mais voilà, il y a pas mal de communes qui se servent de la caisse des écoles pour qui trouvent
trouver des financements pour réduire encore le reste à charge des familles. Ça peut financer également des voyages, toutes sortes d'opérations de soutien. Et ce qui est intéressant dans le système, c'est qu'on voit bien le budget dédié aux écoles. On est d'accord sur tout ça. Le débat aujourd'hui ne se portait pas sur l'intérêt d'avoir une caisse d'école, même si les remarques sont intéressantes dessus. C'est plus sur l'aspect légal dessus, comme on l'avait évoqué depuis 3 ans, on doit la dissoudre. Par contre, la question pourra dans le futur se poser peut-être s'il y en a l'utilité. Par rapport à la question faite, ça semble étudier à ça, mais je ne pense pas, mais elle peut se recréer le cas échéant. Là, c'est juste l'aspect juridique. On constate qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça ne change absolument rien. Après, les remarques, oui, sont pertinentes, ils peuvent répondre. Ça nous met, on peut leur faire après parce que comme on a un contrôle de la CRC, si vous voulez, ils touchent tout. Donc après, on va faire ça et puis après, on va mettre en place. Oui, c'est étonnant, si elle avait été créée, c'est bien qu'à un moment, elle a été utilisée, cette caisse d'école. Alors, elle a forcément été utilisée un jour, après, je ne sais pas moi si. Depuis quand elle n'est plus utilisée, je ne sais pas une capacité de dire, donc ça fait au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Au niveau des écoles, effectivement, mais quand il y a du financement, on essaie d'aller vers les entreprises pour les voyages, par exemple. L'année dernière, je suis allé à Abuja, les enfants, et le séjour, je ne sais pas, Denis peut-être en parler, mais c'était Monique. L'école urbaine a sollicité des entreprises, la mairie aussi, donc qui ont abondé pour que le voyage revienne à une somme très minime pour les parents. Évidemment, ça aurait dû se faire par le biais de la caisse de Il n'y a pas d'autres remarques, on va mettre au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient? 5 abstentions, et donc 22 pour. On continue dans le côté sportif, dans le contrat. Délibération numéro 8. Monsieur le maire expose que la commune a lancé une piste de contrat de sécurité routière qui s'intègre dans un projet global suite à la déconstruction du bâtiment P5. Ces travaux constitueront un véritable enjeu de développement durable. Sur le plan environnemental, ce chantier est un atout de lutte contre l'étalement urbain par la valorisation du foncier et la dépollution du site. De plus, les matériaux meubles seront valorisés et récupérés pour la réalisation des plateformes. Sur le plan social, cet espace ancien lieu d'enseignement continuera d'accueillir du jeune public au travers des activités sportives. Le plan d'exécution du projet sera réalisé par des étudiants de l'UT et du lycée niveau licence. La mise en œuvre des matériaux sera prise en charge par les élèves de l'ATP. Sur le plan économique, rendre la commune plus attractive par la revalorisation du foncier, avec la possibilité de développer des énergies renouvelables, l'éclairage solaire, et d'assurer la désimperméabilisation des sols par des infiltrations de l'eau dans le milieu naturel. Le coût global de l'opération s'élève à 258 720 €, tous travaux confondus. L'Agence nationale du sport attribue à la commune une subvention d'équipement sportif de 35 € dans le cadre de la création du contrat de la piste de sécurité routière. Le département accorde une aide de 44 452 € dans le cadre du contrat de solidarité communale 2023-2025. La commune a sollicité la DETR pour l'aménagement des abords, 45% plafonnés à 450 000 €, soit 45% de 30 545 €, soit 13 745,25 €. Le FEDER pourrait octroyer la somme de 50 000 € sur 86 130 € correspondant aux travaux subventionnables de la piste de contrôle. Le plan de financement de l'opération détaillé ci-dessous, donc l'ANS 35 000, le FEDER 50 000, le département 44 452, la DETR 13 745,25 et un autofinancement de 115 522,75, ce qui fait un total de l'opération de 258 720 €. Oui, quelle est l'idée de mise en œuvre et de livraison? Donc alors, on attend le résultat de l'outil de DETR pour la rentrée. Dès qu'on va lancer l'appel d'offres, évident, et l'ordre du service ne sera accordé que quand on aura l'attribution de la DETR. Donc c'est-à-dire que normalement, l'an prochain, à cette heure, au mois de septembre, ça doit être efficace. C'est un exemple de compte, c'est que du terrassement, c'est pas énorme. Et en France, il y a le contact et puis la piste d'initiation sécurité routière. Alors, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approver le plan de financement prévisionnel
de l'axe prioritaire de développer les activités l'attractivité de l'offre culturelle et sportive. Et autour de ce maire, effectuer toutes les démarches et inscrire tous les documents nécessaires à cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des réponses? Je vous remercie. Donc on remet sur le tapis le référent déontologue élu. Alors c'est Annie Christophe qui fait le point. Monsieur le maire expose que lors de la dernière séance du conseil municipal, les référents proposés à l'ADM avaient été désignés par le conseil municipal. Depuis lors, à l'instar de ce qui se mit en place pour les collectivités et établissements publics affiliés par le collège de référents déontologue des agents, il est proposé la mise en place, à compter du 1er janvier 2024, d'un collège de référents déontologues pour les élus dans le cadre d'une mutation entre le CDG 16, 19, 24 et 47. Dans ce cadre, il est proposé de désigner à titre de ce collège des personnes qualifiées suivantes. Monsieur Alain Parent, maître de conférence en droit public à la faculté de droit de Bordeaux. Monsieur Pierre Lamoulet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Le collège de référence des déontologues des élus locaux disposera des milieux matériels et notamment informatiques permettant l'exercice de la mission courrier secrétariat administratif. Il sera rémunéré conformément à la réglementation en vigueur, soit 80 € par demande. Afin de favoriser la création de ce dispositif, le centre de gestion de la Corrèze prendra en charge le coût de la prestation pour les collectivités et établissements publics qui désigneraient ce collège de référence déontologue. Enfin, dans le cadre de la mutualisation inter-CDG, il est proposé que le CDG 24 mette à disposition du collège des référents déontologues des élus un agent chargé de secrétariat du dispositif ainsi qu'un outil informatique de déclaration des scènes dont le CGT 24 assurera la maintenance. Lorsqu'un élu local saisira la référence déontologue du CGT 24, informera le CDG concerné et vérifiera que la collectivité dans laquelle siège l'élu local a bien délibéré pour mettre en place ce dispositif et transmettra la délibération correspondante au secrétariat. Enfin, un autre CDG partenaire pourra subjecter au CDG 24 pour l'accomplissement de ses tâches et la même procédure sera appliquée. Monsieur le maire propose au conseil municipal de désigner un collègue de référence déontologique des élus locaux mutualisés avec le CDG 16, 19, 24 et 47 à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans. Composé des personnes qualifiées suivantes, M. Alain Parent, maître de conférence en droit public à la faculté de droit de Bordeaux, et M. Pierre Amounet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Merci. Merci. Bon, la différence avec l'autre délit, c'est que c'est le conseil, le centre de gestion qui prend en charge. Donc, avec les autres CDG des départements. Bon. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Après, toujours avec le CDG 19, là, Claire, si tu veux faire un point sur le conventionnement. Je ne pouvais plus, donc je vais le résumer. Ah, d'accord. Bon, mais sinon, ça y est. Alors, Voilà, exactement. Vu le Code général de la fonction publique, et notamment des articles L 135-6 et L 452-43, vu le décret numéro 2020-256 du 13 mars 2020, relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique, Monsieur le maire expose que l'article L 135-6 du Code général de la fonction publique instaure un dispositif de signalement qui a pour objectif de recueillir le signalement des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste
orientée vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Ce dispositif est obligatoire pour tous les employeurs publics, collectivités territoriales et établissements publics, indépendamment de leur taille ou de leur nombre d'agents. Le décret numéro 20-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, ce dispositif peut être confié au centre de gestion. À ce titre, le DGS 19 propose la mise en place d'une prestation payante permettant d'adhérer à ce dispositif à les collectivités et établissements affiliés qui lui en font la demande. Pour information, le conseil d'administration du CD19 a fixé le coût du dispositif à 3 € par agent de la collectivité établissement pour l'année 2023, quel que soit le temps de travail de l'agent. Conformément aux dispositions prévues du texte, le dispositif proposé par le CDG 19 comporte 3 procédures. Alors, le règlement et le traitement par une cellule interne du CDG 19 des signalements effectués par les agents excessivement victimes ou témoins des actes d'agissement en question. Les signalements seront recueillis par une plateforme en ligne ou via une ligne téléphonique d'écoute ouverte 24 heures sur 7 jours. L'orientation des agents signalant vers les services de professionnels en charge de leur accompagnement et de leur soutien. L'orientation vers les autorités de compétences pour prendre des mesures de protection appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative. Alors, attendez, suite à la page, ça arrive, on arrive, c'est là. Alors, de son côté, la collectivité s'engage à informer les agents de l'existence du dispositif et de le rendre accessible par tout moyen. Nommer un référent en interne de la cellule du traitement du CDG 19 pourra contacter en cas de signalement dans la collectivité. Prendre les mesures adaptées pour assurer le traitement d'un signalement transmis par la cellule du CDG 19. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adhérer au dispositif de signalement tel que proposé par le CDG 19, d'approuver les termes et la passation de la convention, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention portant l'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, menaces ou intimidation, discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissement sexiste, ainsi que les éventuels avenants y afférents. D'inscrire chaque année au budget les crédits correspondants. Merci. Bravo. Comme je dis, le référent, c'est ce qui c'est, ça sera toi. Oui, d'accord, oui, voilà. Le référent dans si elle harcèle le personnel, on va mettre ainsi. Oui, c'est ça. Donc, on le positionne au niveau de la RH, donc il va mettre Voilà. Et CDG ou CG, non? Vous en avez parlé? Non, on n'a pas parlé, parce que c'est une commission de réforme. Ça marche pour les élus aussi? Pour les élus qui harcèlent les agents? Oui. Qui sont harcelés. Et comment l'information sera portée aux agents? On va faire déjà un affichage et on va faire une note informative dans la feuille de janvier pour les informations. Voilà. Pas de problème? Merci Claire, on est fait avec toi. Oui, bien sûr. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et voilà, on est bon, tout ça. Mathieu, qui est spécialiste des missions d'inspection. Donc, sur la mission d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, la commune a le choix soit de passer une convention avec le centre de gestion de la Corrèze pour cette mission soit réalisée par leur biais, soit de désigner au sein de ses effectifs son propre IFID. Donc, depuis plusieurs années déjà, c'est la centre de gestion de la Corrèze qui réalise cette mission pour
pour la commune d'Égletons, et aujourd'hui, il est proposé de renouveler cette opération. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter la mission d'inspection proposée par le centre de gestion de la Corrèze, de l'autoriser à signer la convention correspondante avec le centre de gestion pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024 et d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. Sachant que sur les dépenses liées à cette action-là, à cette mission-là, c'est à chaque fois la prestation. En fait, une demi-journée d'intervention, c'est 125 € et une journée entière, c'est 250 €. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, et puis merci Mathieu. Annick a été présente là. On a discuté de la prime du pouvoir d'achat. Oui, pouvoir d'achat. Donc, je vais peut-être résumer un peu. Oui. Donc, il y a eu 2 décrets qui ont créé cette prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents dits civils de la fonction publique, de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires. Cette prime est accessible aux agents recrutés avant le 1er janvier 2023 et étant encore à emploi au 30 juin. Le plafond de 39 000 € annuels s'étend sur la période courante du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Dans le cas des agents employés par plusieurs collectivités, la prime sera versée par chaque employeur au prorata de la rémunération versée, sous réserve, bien sûr, d'une délibération dans ce sens. Alors, les bénéficiaires bénéficieront de cette prime. Les agents territoriaux, fonctionnaires et contractuels de droit public et les assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 426 du Code de l'action sociale et des familles sont exclus du bénéfice de cette prime. Les agents publics éligibles à la prime de partage de la valeur, les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les collectivités territoriales et leur établissement public sont liés par une convention de stage dans des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124 du Code de l'éducation. Compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment la mise en place de cette prime, est facultative et nécessite la prise d'une délibération après avis du comité social territorial compétent. Il y a eu une commission du CT le 15 décembre. Alors, le montant forfaitaire de la prime est déterminé comme suit, donc maxi 800 et mini 300. Donc, ce qui est proposé par la collectivité, c'est compte tenu du budget, 400, et ensuite c'est ce qui est gradé jusqu'à 150 mini. Et le total prévisionnel budgété est de 15 876,24. Donc, ce montant n'est pas constitué par la somme des montants brut par agent du tableau, mais bien du réel qui intègre les montants proratisés pour les agents à temps non complet. Donc, nous avons 52 agents qui sont éligibles au versement de la prime sur 60. 8 agents sont exclus du dispositif, n'étaient pas en poste au 30 juin ou arrivés après le 1er janvier, contrat de droit privé au brut supérieur à 39 000 €. 4 agents de montant proratisé, temps partiel ou non complet, ou période incomplète. Le montant de la prime est réduit à proportion de la qualité du travail et de la durée d'emploi sur la période mentionnée. Donc la prime devra être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin. Alors au CT, les agents ont demandé à ce qu'elles soient versées au plus tard le 30 janvier. Oui, c'est ça. Pas une seule fois. Voilà. Et par contre, au niveau du vote, ils étaient 3 pour 3 contre. Au niveau des montants. Cette précision a été ajoutée en dernière minute par le gouvernement. Pardon? Oui, parce qu'on a quand même rappelé au moment
que c'est le deuxième coup avec l'augmentation du poste, c'est une très bonne chose. Et puis c'est plus rémunéré, on sait que les rémunérations sont quand même des fois un peu basses et il n'y a pas trop d'évolution de carrière. On leur a quand même rappelé qu'après l'augmentation du point, Macron en deuxième coup, et ça le gouvernement nous sort ce coup-ci la prime de pouvoir d'achat en mode ben voilà, vous avez la possibilité de la créer, ben bien sûr qu'on va la créer, mais pour le coup, il va financer. Donc à chaque fois c'est sur fonds propres, donc c'est ce qu'on leur a réexpliqué quand même, que c'était facultatif, que c'était mis en place, mais que c'était encore une fois une décision Macron avec le portefeuille des collectivités. Après, d'un point de vue budgétaire, ça aurait pu être versé sur 2023, mais c'était plus un problème par rapport au Conseil et au versement des rémunérations de décembre, c'était trop juste. Donc c'est pour ça, entre autres, que c'est versé sur janvier. Puisqu'il fallait qu'il y ait à la fois la ligne du CST, puis ensuite le passage en conseil municipal, donc c'est pour ça que c'est seulement au mois de janvier. Donc ça s'est versé trois oppositions, c'est ça? Oui, c'est les trois représentants du personnel et les trois votes pour, les trois représentants de la collectivité. Voilà, je pense que le personnel habituellement vote favorablement. C'est la première fois, je crois, qu'on a un retour de vote contre. Bon, je crois qu'il faut les écouter. On sait tout ça, il y a eu une inflation. Alors, l'autre jour en communauté de communes, on s'est abstenu parce que la situation budgétaire, ça a été expliqué par Jean-Claude Blessot, ne permettait pas de financer la prime. Vous avez dit que voilà, toutes les réflexions avaient été conduites, mais qu'on pouvait prendre le problème par tous les bouts, ça ne passait pas. Donc, je constate que ce soir en conseil municipal, on propose exactement le même niveau de prime. Or, j'avais la notion que le budget de la commune était de meilleure tenue, en tout cas, se portait un peu mieux que celui de la communauté de communes. De fait, j'attendrai, pour moi, ça veut dire deux choses. Soit c'est qu'on ne veut pas la financer, soit c'est que le budget n'est pas si bon que ça. Alors, il y a une troisième solution. C'est la justice entre les deux. Il y a une troisième solution, c'est qu'on veut effectivement donc revoir la grille des FSE et des FSET, pour la retraite. Et ça sera pérenne, au lieu de balancer une prime comme ça, qui nous est obligé de verser. Voilà, donc, et je pense que c'est mieux placé dans ce sens-là. On est en train de faire la révision de ce qui est FSE et FSET, et du CIA aussi, puisque la communauté de communes aussi. Donc, nous, tous les agents personnes du CIA, le CIA, il est compensé par les jours d'absence. C'est tout à fait différent. Moi, à titre personnel, c'est plutôt une prime pour laquelle je suis pour, mais sur le principe. Après, c'est pas parce qu'il y a un plafond qu'on est forcément obligé d'amener au plafond. Et c'est en discutant entre nous et voir ce qui pouvait se faire aussi ailleurs, et c'est ce qui a été évoqué à la communauté de communes aussi sur certaines autres activités. C'est vrai que pour les agents, derrière aussi, c'est d'avoir quelque chose de pérenne, une solution de pérenne pour eux. Donc, c'est de revoir la rémunération sur la globalité. Par contre, on a quand même souhaité participer à un dispositif, certes, qui nous a quand même été un petit peu imposé. Enfin, le dispositif a été fixé par l'État et c'est comme ça, mais on a trouvé que c'était bien de verser aux agents parce qu'ils méritent dessus, qu'ils ont eu la revalorisation du point d'indice également, donc c'est vraiment un raisonnement en globalité sur l'année. On a souhaité verser ce montant qui n'est pas forcément au plafond, et ce qu'a dit le maire, c'est que derrière, étudier aussi pour les années à venir, enfin l'année future et les années à venir, sur la rémunération en globalité, et d'offrir des rémunérations pérennes et plutôt d'être sur des dispositifs one shot. Après, je comprends les agents, si on se place du côté des agents, ça fait partie de de la défense et c'est compréhensible qu'ils auraient souhaité avoir le plafond là. On aurait été à leur place, certainement qu'on aurait peut-être raisonné pareil. Mais par rapport à la collectivité, le raisonnement qu'il y a eu, et après d'un point de vue budgétaire, en soi, on va faire le budget l'année prochaine pour vous dire qu'on est dans une situation qui est saine. On ne peut pas vous dire l'inverse aujourd'hui, il n'y avait pas le budget, mais voilà l'explication, c'est pourquoi. Voilà, donc que ce soit pérennisé dans le temps avec d'autres augmentations pour les primes et les FSE. Voilà, mais on va voter de toute façon. Donc, M. le maire propose au conseil municipal d'approuver le versement de la prime pouvoir d'achat aux bénéficiaires potentiels. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, et la modification du merci, et la modification du tableau des emplois. J'ai 13, modification du tableau des emplois.
changement de filière et ainsi d'autoriser des transformations, créations ou suppressions de postes. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la création d'emplois suivants par rapport aux emplois autorisés. Donc en filière administrative, l'effectif actuel est de 4, le niveau c'est de 5. Et sur les postes autorisés, globalement, il y en a 83 possibles, il y en a 52 pourvus, et on passerait à 84 possibles et 52 pourvus. Le comité technique au niveau de la séance du 15 décembre a émis un avis favorable sur cette modification du tableau des emplois. Voilà. Merci, on va stagériser le poste de Jeanne Weiss, voilà, si vous êtes d'accord. Voilà, un bon coup de pouce que le donne à Samy, c'est quand même quelque chose. Et il y a pas de vote contre, Samy. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Dans les communications, dans les décisions, alors vous avez effectivement dans votre chronique, je pense, l'aménagement en 3D là, de l'accueil. Voilà. Donc à partir des travaux vont débuter mi-janvier. Donc tout va être déménagé dans la salle d'à côté, si vous voulez, donc la mise en place de lignes éternelles, de téléphone, etc. Et on a réhabilité l'appartement, là, j'appelle Olivier. Voilà, à l'occasion, vous regarderez, donc on fera nos réunions plénières à l'étage, puisqu'on a quelque chose de très correct, avec 2 petites pièces. On ouvrira une pièce pour les adjoints, pour les élus, etc. Une pièce principale où on va donner nos réunions. Donc les attributaires du marché, l'entreprise Conseil a été retenue pour ce qui est batterie, isolation, la lecture, aux alentours de 23 746 € hors taxes. Les menuiseries intérieures, c'est aussi Eric Conseil qui a été retenu, 7 445 €. Les menuiseries imprimantes agencement, c'est chaises, 17 205. Le carrelage mural en dépend de sol souple, c'est des sols et des peintures brivistes qu'on connaît bien qui sont interdits dans les écoles, à hauteur de 6 746 €. L'électricité, courant fort et courant faible, c'est INEO, 20 302 €. La plomberie, c'est la Touche-Moine, 15 084 €. Et par contre, on a mis un gros coup de collier sur le mobilier, à 33 000 € de 141, ce qui représente 30% du marché, avant que ce soit plus confortable. Et puis, quelque chose de consensuel comme il se fait actuellement, avec un éclairage. Dans les décisions aussi, il y avait autre chose là. Tu peux nous donner le montant total? Alors oui, le montant, 122 971. Yes. Et puis, il y avait ah oui, voilà. Convention du local de disposition du ensemble léger. Ça, c'est. Oui, c'est la oui. La convention du bail avec l'OBI pour l'appartement du cinéma, la convention de mise à disposition du pôle Rome à l'association à la pôle corésienne, la désignation du cabinet Groupe Diaz et associé dans le cadre du contentieux vinatier et la vente de matériel de réforme pont roulant et qui a été acheté par un employé municipal. Voilà, qui permet de faire des travaux. Voilà, s'il n'y avait pas d'autres questions. À propos du Vélodrome, on a le retour de la nuit. Oui, tout à fait. Alors, le retour de la nuit, donc, effectivement, on a terminé avec la société Apex qu'on a retrouvé. Et on a travaillé pas mal avec Philippe Donatien pour mettre en place donc, des jeux. Et dans le même ordre d'idée, bon, il y a beaucoup d'études qui va être menée actuellement, vous avez sur collègue. Voilà, dans le même ordre d'idée, donc, ils vont construire donc leur buvette, je ne sais pas si vous avez vu, donc on a coulé une dalle. L'entreprise Farge a donné tout le bois. Voilà. Il y a l'autre entreprise qui a donné toute la couverture. Nous, on va adjoindre, si vous voulez, 5 mètres carrés pour les sanitaires. On va armorer là, tout l'espace vert en plantant, on a une envie là, pour planter une vingtaine d'arbres. On va mettre un petit peu de disposition sur les conseils des amis. On va planter des arbres. On a planté des arbres au forail aussi, vous avez vu. Et puis, William nous a expliqué effectivement la végétation qui correspond à la petite ville de Nevers. On a mis les employés municipaux à nous préparer, si vous voulez, des visualisations en pied de mur. Alors, on a réuni l'autre jour, de façon à ce que ce soit eux-mêmes, si vous voulez, qui décident
du marché à Diane, en passant par le transport léger, en remontant ici, oui, agrémenter ce cœur de ville. Voilà, donc voilà pour l'instant. Et puis on va faire travailler aussi le cabinet des Surdes pour faire une loupe, si vous voulez, de parking là, au niveau des saveurs parisiennes. Vous avez vu? Un petit parking en contrebas. Donc l'esthéticienne est d'accord pour demander une partie de son terrain qui est situé encore en contrebas. Ça permettra effectivement d'avoir un ensemble. Peut-être avec 2 entrées à des niveaux différents, parce qu'il y a une forte connectivité. Voilà, on va partir là-dessus. Et puis dans les travaux à faire. En espérant que l'hiver sera beau, on fera des économies de sel et puis d'astreinte. On va y hein. Et tiens, ça me fait penser à l'effondrement qu'il y a eu là chez SKG. Oui. Ça, tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? En tout ça, bon, c'était effectivement c'était l'eau qui était assez écartée. Donc effectivement, on a eu un écoulement d'eau entre le remblai et le mur. Et donc après, j'ai téléphoné de suite. Alors, actuellement, c'est encore les moulins de Strasbourg qui assurent notre assurance, donc ils sont sur le coup. Et on a eu la chance. Personne ne s'attache à ce moment-là. C'est gros bloc. Hein. Nous, on a nettoyé la route de suite. Hein. Et puis, les assurances. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des étudiants qui habitent dans la maison du haut, qui sont en voiture derrière. En plus, ils sont partis à vacances aujourd'hui, à midi. Ça, on est en voiture, la voiture est restée derrière. Bon, j'espère que ça va se débloquer. Voilà, donc, mais on craint effectivement que l'autre partie du mur s'effondre. Voilà, malheureusement, ça n'a pas fait une surcharge sur l'autre mur et puis qu'il ne soit pas tombé. Ouais. Et c'était un peu léger quand même. D'ailleurs, les barbacanes, il a regardé, donc il n'a tenu plus du tout. Voilà. Voilà. Les aléas, nous on a passé bien par rapport à d'autres régions, ils ont été dans l'eau. Mais ça, c'est notre problème. Voilà, on a souhaité de bonnes fêtes. Ah oui, demain, en fait, demain, il rentre de Noël à la Château-Robert.